Mon fils organisait ma fête de 60 ans avec tellement d'attention que j'en pleurais d'émotion. Jusqu'à ce que mon mari entre dans la chambre, ferme la porte à clé et dise d'une voix tremblante « Il faut que je te montre quelque chose. Ne panique pas. » Mais notre fils, il n'est pas celui qu'on croyait. Ce qu'il m'a révélé à ce moment-là a tout changé. Et le pire, c'est que la fête était prévue pour le lendemain. Je m'appelle Françoise Girard. J'ai 59 ans et j'ai toujours cru connaître mon fils mieux que personne. Après tout, c'est moi qui l'ai bercé dans mes bras quand il était bébé, qui ai veillé sur chaque fièvre, qui lui ai appris ses premiers mots. Pendant 35 ans, Thomas a été ma fierté, ma joie, mon plus grand accomplissement dans la vie. J'ai travaillé dur aux côtés de mon mari Michel, technicien en climatisation qui avait monté sa propre petite entreprise de maintenance pour lui offrir tout ce que nous n'avions pas eu. Bonne école, école de commerce privée, des opportunités que nos parents n'avaient jamais pu nous donner. La fête de mes 60 ans était prévue pour samedi dans un salon élégant que Thomas avait personnellement choisi dans la presqu'île. Il la planifiait depuis des mois, me montrant des photos du lieu, parlant du menu, des fleurs qu'il savait que j'adorais, ces roses blanches qui ont toujours été mes préférées depuis que je suis jeune. Je voyais mon fils si enthousiaste, si dévoué, et mon cœur débordait de gratitude. Quelle chance j'avais, pensais-je, d'avoir un fils comme ça, si attentionné, si présent dans ma vie. Thomas avait grandi pour devenir un homme séduisant qui réussissait bien. Il travaillait dans une société de gestion d'actifs, gagnait bien sa vie. Il vivait dans un bel appartement qu'il avait réussi à acheter avec ses propres efforts dans le quartier de la Croix-Rousse. Bien sûr, nous l'avions aidé un peu pour l'apport, mais c'est lui qui portait la plus grande partie. Nous avons toujours été fiers de ça, d'avoir élevé un fils indépendant, responsable, qui ne dépendait pas de nous pour tout. Le jeudi soir, 2 jours avant la fête, j'étais dans la chambre en train de plier du linge que je venais de repasser quand Michel est entré. J'ai tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, avec une pâleur maladive qui m'a effrayée. Les yeux rouges, comme s'il avait pleuré ou mal dormi. Je connaissais cet homme après 37 ans de mariage et je savais reconnaître quand quelque chose n'allait vraiment pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé en lâchant immédiatement le linge que j'avais dans les mains. Ma première pensée a été la santé. Il avait fait des examens récemment à cause de sa tension. Est-ce que les résultats étaient mauvais? Mon cœur s'est accéléré en attendant la réponse. Michel a fermé la porte de la chambre à clé. Ce geste simple m'a effrayé plus que n'importe quel mot. « Assieds-toi », a-t-il dit en désignant le lit. Sa voix était rauque, chargée d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Je me suis assise lentement, sentant mes jambes faiblir. Michel s'est assis à côté de moi, tenant mon visage avec ses 2 mains. « Françoise, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Promets-moi que tu vas m'écouter jusqu'au bout avant de réagir. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une maladie? C'est grave? Non, ce n'est pas moi. C'est Thomas. » Mon cœur s'est serré différemment. Mon fils. Quelque chose était arrivé à mon fils. Il va bien. Il est vivant. Michel, dis-moi maintenant. Il va bien physiquement, mais Françoise, tu me promets que tu vas m'écouter jusqu'au bout? Je le promets. Maintenant parle. Il a pris son téléphone, l'a déverrouillé et a ouvert une conversation WhatsApp. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli laisser tomber l'appareil. Ce matin, quand tu es parti au supermarché, je cherchais le numéro du plombier. Tu te souviens que tu avais dit l'avoir enregistré dans ton téléphone? J'ai hoché la tête sans comprendre où il voulait en venir. Ton téléphone était dans la cuisine en train de charger. Je l'ai pris. J'ai essayé le mot de passe que tu utilises toujours, notre date d'anniversaire de mariage, mais ça n'a pas fonctionné. C'est vrai, mon téléphone. J'avais changé le mot de passe il y a quelques jours. Thomas l'avait suggéré lors d'un déjeuner ici à la maison, disant que c'était plus sûr d'utiliser quelque chose de moins évident. C'était son idée. Sur le moment, ça m'avait paru étrange, mais il avait expliqué qu'il avait lu des articles sur la cybersécurité au travail. J'ai fini par trouver. C'était la date de naissance de Thomas, 15 mars. Et alors? Quel est le problème? Le problème, c'est ce que j'ai trouvé après avoir déverrouillé. Françoise, je ne cherchais rien. Je te le jure. Mais quand l'écran s'est allumé,
Il y avait une notification de message. Il m'a montré l'écran. C'était une conversation WhatsApp avec un numéro inconnu. J'ai commencé à lire les messages et à chaque ligne, je sentais mon estomac se serrer. Tout est prêt pour samedi. Elle ne se doute de rien. Parfait. Combien tu as récupéré jusqu'à maintenant? 45 000 € transférés sur 6 mois. Elle signe tout ce que je lui demande sans même lire. C'est pathétique comme c'est facile. Et le vieux, il est plus méfiant. Mais après samedi, ça n'aura plus d'importance. Avec la procuration notariée qu'elle va signer à la fête, j'aurai accès total à tout. Ma vue s'est troublée. Ces mots dansaient sur l'écran. Je les relisais encore et encore en essayant de trouver un sens, une autre interprétation. Michel, de qui est ce numéro? Ma voix est sortie dans un murmure rauque. J'ai appelé. J'avais besoin d'être sûre. J'ai utilisé un autre téléphone, celui du voisin. J'ai dit que c'était une erreur. J'ai fait semblant d'essayer de joindre une entreprise. C'était une jeune femme, peut-être 30 ans d'après la voix. Quand j'ai demandé si c'était l'entreprise Martin et Associés, elle a corrigé en disant « Non, vous avez appelé Élodie ». Puis, j'ai raccroché vite. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Élodie. Qui était Élodie? Thomas n'avait jamais mentionné une Élodie. Exactement. Il ne l'a jamais mentionné, mais continue à lire les messages, Françoise. Il y en a beaucoup plus et ça empire. Il a fait défiler la conversation vers le haut, montrant des messages des derniers mois. Mon cœur battait si fort que j'entendais mon pouls dans mes oreilles. Les messages parlaient de transferts bancaires, de documents que j'avais signés sans questionner parce que je faisais confiance à mon fils. De la fête de samedi qui devait être une célébration, mais qui était utilisée comme un piège. La fête est le coup final. Après qu'elle aura signé la procuration générale, on pourra tout liquider en quelques semaines. Les appartements, les investissements, les économies, tout. On va être riche. Tu es sûr qu'elle va signer sans lire? Absolument. Ma mère me fait confiance aveuglément. Elle sera émue à la fête, entourée d'amis, heureuse. Je vais lui présenter ça comme un cadeau spécial, quelque chose pour lui faciliter la vie dans sa vieillesse. Elle va signer sans réfléchir 2 fois. Elle croit vraiment que je suis un fils dévoué. Quelle mère stupide, non? Ces mots. Quelle mère stupide. Ils m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Quelqu'un, cette Élodie que je ne connaissais même pas, parlait de moi comme ça. Et pire, Thomas était d'accord. Mon fils. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Je me suis levée trop vite du lit et j'ai dû m'accrocher à la commode pour ne pas tomber. Michel m'a retenue avant que je m'effondre. Ce n'est pas possible, c'est Mathéo. Mon Thomas ne ferait jamais ça. Ce doit être une erreur. C'est son numéro, Françoise. Je l'ai vérifié 3 fois, 4 fois, 10 fois. Je l'ai comparé avec les anciennes conversations que tu as avec lui. C'est le même numéro. J'ai appelé depuis un autre téléphone en masquant qui appelait. Il a répondu en disant « Thomas, bonjour ». C'était sa voix. Mais pourquoi? Les larmes ont commencé à couler. Nous lui avons tout donné. Nous avons tant travaillé. Nous lui avons payé toutes ses études, même en traversant des moments difficiles certains mois. Nous l'avons aidé pour son appartement. Nous avons toujours été présents. Qu'avons-nous fait de mal? Nous sommes restés enlacés au milieu de la chambre, pleurant, essayant de comprendre l'incompréhensible. Te souviens-tu quand il avait 8 ans? Ai-je commencé à parler. Quand il a menti sur le vase cassé de ta mère en accusant le chat des voisins. Michel a hoché la tête lentement. À l'époque, on a même trouvé ça mignon. Un petit mensonge d'enfant. Et quand il avait 14 ans, cette histoire de l'argent qui avait disparu de mon sac, c'était 200 €. Il avait dit que c'était le garçon qui était venu faire un devoir avec lui, le fils de Madame Dubois. Nous l'avions cru sans questionner. Nous avions fait tout un scandale avec la pauvre femme. C'était probablement lui tout le temps. Nous n'avons pas pu dormir cette nuit-là. À 5 heures du matin, nous avons abandonné. Nous sommes allés à la cuisine nous faire du café. Le silence entre nous était lourd. À 8 heures pile, nous étions à la porte de la banque en attendant l'ouverture. Nous avons été les premiers clients. Monsieur Bertrand nous connaissait depuis des années. Quand nous avons expliqué rapidement la raison de notre présence à cette heure,
Il nous a emmenés dans un bureau plus privé immédiatement. « Vous avez toutes ces preuves dont vous avez parlé ?» a-t-il demandé. Nous avons montré absolument tout. Les messages que Michel avait photographiés depuis mon téléphone, les transferts bancaires. Monsieur Bertrand a analysé chaque élément avec une attention croissante. C'est extrêmement grave. Je vais ouvrir de nouveaux comptes à vos 2 noms. Des comptes sans procuration pour des tiers. Rien. Seulement vous 2. Et nous allons transférer tout ce qui peut être transféré. Nous avons passé des heures là-bas à transférer des investissements, changer des fonds, bloquer des accès. Les investissements que nous avions dans des fonds nécessitaient un délai pour le retrait, mais nous avons configuré pour que quand ils seraient libérés, ils aillent vers les nouveaux comptes. Économie, compte courant, tout migré. Les appartements loués sont plus compliqués, a expliqué M. Bertrand. Ils sont à vos noms à la conservation des hypothèques. Mais si quelqu'un a une procuration générale, il peut les vendre et vous ne pourriez pas l'empêcher sur le moment. Je vous suggère fortement d'enregistrer chez un notaire une révocation préventive de toute procuration future. Nous avons fait ça aussi. Nous sommes sortis de la banque presque à midi et nous sommes allés directement chez le notaire dans le quartier de la Part-Dieu. Nous avons enregistré le document déclarant que toute procuration émise pour toute personne à partir de cette date ne serait valide qu'avec ratification des signatures devant un notaire spécifique que nous avons choisi. Il était presque 14 heures quand nous avons tout terminé. Nous étions épuisés physiquement et émotionnellement, mais au moins notre patrimoine était protégé au minimum. Maintenant, nous avons besoin d'un avocat, a dit Michel. Un avocat pénaliste, parce que c'est un délit grave. Maître Rousseau était un avocat pénaliste qui avait défendu un cousin à moi il y a des années. Homme sérieux, expérimenté. Quand nous avons raconté toute l'histoire, il a écouté sans interrompre. Quand nous avons terminé, il a soupiré profondément. Abus de confiance et escroquerie, a-t-il dit. Commis contre des ascendants, il y a des circonstances aggravantes. Nous parlons d'une peine de prison considérable. Mais nous avons besoin de preuves très solides. Nous avons les messages. Michel a montré le téléphone. Maître Rousseau a tout analysé attentivement. Les messages peuvent être un début, mais seuls, ils pourraient ne pas suffire. Nous devons le prendre en flagrant délit. Avec des témoins. La fête, ai-je dit. Il y aura beaucoup de monde. Parfait. Vous allez agir complètement normalement. Quand il présentera les documents, vous les lirez attentivement. Quand vous confirmerez que c'est une procuration générale abusive, vous attirez l'attention de tous et nous appelons la police. Le samedi à midi, Thomas est arrivé pour le déjeuner. Il portait un énorme bouquet de roses blanches et un sac d'un magasin cher. « Maman » m'a-t-il serré fort. « Joyeux anniversaire !» 60 ans. Il est entré, nous a salués chaleureusement. Il m'a donné les fleurs et a sorti une bouteille de champagne millésimée. Pour trinquer avant la fête officielle ce soir. Ce champagne est spécial, maman. Nous nous sommes assis à table. J'ai servi le bœuf bourguignon avec des mouvements mécaniques. « Maman, tu vas bien ?»« Tu as l'air fatiguée, » a commenté Thomas. « Nerveuse pour la fête, ai-je menti. » Il a souri. « Ça va être parfait, maman. Ça va être une soirée inoubliable. » Au café, il a dit « Au fait, j'ai une surprise pour toi. » 2 surprises, en fait. J'ai senti Michel se crisper. La première, c'est que j'ai obtenu quelque chose d'incroyable. « Tu te souviens que tu as toujours voulu connaître Paris ?» J'ai hoché la tête. « Eh bien, c'est fait. 2 semaines à Paris, tout payé. Hôtel 4 étoiles, billets d'avion, tour inclus. Ce serait mon cadeau d'anniversaire. Mais pour débloquer le forfait rapidement, j'ai besoin d'une procuration simple de vous 2 pour traiter le paiement à l'agence. C'est de la bureaucratie, mais l'agence l'exige. Il a sorti un dossier professionnel avec des documents. Je peux voir ? J'ai pris le dossier. Bien sûr, maman, mais c'est du langage juridique ennuyeux. Tu peux signer tranquillement. J'ai commencé à lire. C'était une procuration générale et irrévocable, donnant à Thomas des pouvoirs pour administrer, vendre, acheter, hypothéquer, transférer des biens, effectuer des transactions bancaires. Ce n'était pas une procuration pour un voyage. C'était carte blanche totale. « Thomas, ai-je gardé ma voix calme, ceci n'est pas une procuration pour un voyage, c'est une procuration générale. » J'ai vu une micro-expression de panique traverser son visage.
C'est que l'agence travaille avec plusieurs choses, maman. Leur avocat fait un document standard. Mais ici, il est dit que tu peux vendre nos appartements. Il a ri nerveusement. C'est du standard juridique, maman. Michel est intervenu. Fils, nous n'allons pas signer ça. Si c'est juste pour le voyage, tu peux faire une procuration spécifique. Le masque de Thomas a commencé à se fissurer. Vous ne me faites pas confiance. Je suis votre fils. J'essaie de faire quelque chose de bien, et vous devenez paranoïaque. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du bon sens. Thomas, où sont les 45 000 euros? Le silence était assourdissant. Thomas est devenu immobile. Quoi? 45 000. Ne fais pas semblant. Les 45 000 euros que tu nous as volés avec cette histoire d'investissement faux. Vous avez fouillé mes affaires. Vous avez envahi ma vie privée. Quel genre de parent fait ça? Quel genre de fils vole ses propres parents? Nous avons vu les messages, Thomas. Tous. Les conversations avec Élodie. Nous savons tout. Il s'est levé avec une vraie rage. Vous n'avez aucun droit de me juger. Vous ne savez rien de ma vie, de mes besoins. Vous avez 3 appartements, des investissements, de l'argent en masse. Moi, j'ai des dettes qui ne cessent de croître. Alors la solution, c'est de voler ta propre famille. Je l'ai emprunté. J'allais tout rendre. Mensonge, ai-je crié. Dans les messages, vous parlez de tout liquider, de nous laisser sans rien. Qui est Élodie? Ce n'est pas vos affaires. Élodie est quelqu'un qui me comprend, qui sait que dans la vie, tu dois prendre ce que tu veux, pas attendre des héritages de parents qui vont vivre jusqu'à 90 ans en tout dépensant. Nous allons aller à la police, a déclaré Michel, aujourd'hui même. Vous allez aller avec quelle preuve? Des messages pris en envahissant ma vie privée? Nous avons les preuves bancaires, les transferts sont documentés. Nous avons cette procuration frauduleuse. Nous avons tout. Vous savez ce qui va se passer? Je vais le dire à tout le monde. Tout le quartier va savoir que les parents parfaits ont élevé un voleur. La honte vous poursuivra. Et ils sauront aussi exactement ce que tu as fait. Quel genre de personne tu es vraiment? Il m'a regardé avec de la haine pure. Le genre de personne que vous avez élevée, maman. Si je suis ça, c'est parce que vous m'avez fait comme ça. Il a pris son sac et est sorti en claquant la porte avec force. Les heures jusqu'à la fête ont été interminables. J'ai mis la robe beige élégante achetée pour l'occasion. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme sur le point d'avoir le pire anniversaire de sa vie. Nous sommes arrivés au salon à 19h15. L'endroit était magnifique. Thomas s'était surpassé avec la décoration. Des roses blanches partout, des lumières douces, des tables élégantes. Toute cette beauté semblait maintenant un décor vide de sens. Les invités sont arrivés ponctuellement. Des cousins, des amis de décennies, des collègues, des voisins, tous m'embrassaient, me félicitaient. Je souriais, remerciais, agissais comme si mon monde ne s'était pas effondré. 20 heures sont arrivées. Rien de Thomas. 21 heures, rien. Certains invités ont commencé à demander où il était. J'ai inventé une excuse sur une urgence au travail. À 21h30, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Maman. C'était Thomas, mais la voix était complètement différente, effrayée, brisée, désespérée. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas ?» J'ai gardé ma voix froide. J'ai commis une erreur terrible. « Thomas, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste dire que je suis vraiment désolée. Et vous aviez raison surtout. » Élodie a sangloté. Elle n'est pas celle que je pensais. Elle m'a trompée complètement. Elle a tout pris, tout l'argent, toutes mes économies, tout. Elle a dit qu'elle allait attendre que j'obtienne le reste avec la procuration. Mais elle s'est enfuie. Elle a tout pris et a disparu. Elle ne répond pas. Elle m'a bloqué de partout. Tu vas bien physiquement? Seulement dans mon orgueil et ma stupidité, maman. J'ai tout gâché, tout perdu. Vous, l'argent, mon travail, tout. Reviens à la fête. Viens ici. Je ne peux pas vous regarder en face. La honte est trop grande. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. Il a raccroché. J'ai essayé de rappeler, mais sans réponse. Le reste de la fête est passé dans un brouillard. Nous avons coupé le gâteau. J'ai pris des photos. J'ai parlé, souri, en pilote automatique. Quand le dernier invité est parti, il était plus d'1 heure du matin.
Sur le trajet du retour, mon téléphone a sonné. Un numéro différent. Françoise Girard? Une voix féminine, jeune. Oui. Avec qui je parle? Je m'appelle Élodie. Élodie Mercier. Je suis restée glacée. Michel a failli perdre le contrôle de la voiture. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te raconter la vérité complète sur Thomas. Sur qui il est vraiment. Michel s'est garé dans une station-service. Il a activé l'enregistreur. Parle alors. J'ai rencontré Thomas il y a 2 ans via Tinder. Il était extrêmement charmant. Il semblait l'homme parfait. Après quelques mois, il a commencé à parler de vous de manière obsédée. Il parlait constamment de combien d'argent vous aviez, des appartements, des investissements. Il disait que vous étiez riche mais avare. Je travaille dans une banque. Je comprends les finances. Il a découvert ça et a commencé à poser des questions techniques sur comment accéder aux comptes d'autres personnes, sur les procurations. J'ai fini par lui donner des informations. Je n'ai jamais imaginé qu'il l'utiliserait pour vous voler. Combien t'a-t-il donné? Environ 15 000 € au cours de ces mois. Quand j'ai compris la vérité, j'ai voulu tout rendre, mais il ne m'a pas laissé. Pourquoi tu t'es enfui? Parce qu'aujourd'hui, après être sorti de chez vous, il m'a appelé complètement fou de rage. Il a dit que vous aviez tout découvert. Et alors, il a commencé à me mettre toute la faute sur moi. Il a dit qu'il allait dire à la police que j'avais tout planifié seul. Le connaissant maintenant, je sais qu'il serait capable de ça. Alors j'ai pris l'argent et je suis parti. Où es-tu? Gare de Perrache. Je vais prendre un train pour Grenoble. J'ai de la famille là-bas. Mais avant de partir, je devais vous raconter la vérité. Tu as des preuves? J'ai des messages où il explique le plan en détail. Des audios que j'ai enregistrés. Je vais tout vous envoyer maintenant et je vais me présenter à la police à Grenoble volontairement. Je veux qu'il paie pour ce qu'il vous a fait. Dans les minutes suivantes, mon téléphone a commencé à recevoir fichier après fichier. Des conversations en texte détaillant chaque étape de la fraude planifiée. Des audios de Thomas expliquant avec une froideur terrifiante comment nous manipuler, comment gagner encore plus notre confiance avant le coup final. Dans l'un des audios, il riait. Il riait sincèrement en parlant de combien j'étais naïve, de comment je lui faisais confiance, aveuglément. Françoise, Élodie a parlé à nouveau. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais je voulais que tu saches que je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Je me suis laissée manipuler par lui, mais Thomas va payer plus, beaucoup plus, parce qu'il n'a aucun véritable remords. Dans ce dernier audio que j'ai envoyé, le plus long, écoute jusqu'à la fin, surtout les dernières minutes. Il parle d'une étape suivante au cas où vous résisteriez. Elle a raccroché. J'ai cherché l'audio le plus long dans la liste qu'elle avait envoyée. Il durait presque 25 minutes. J'ai commencé à l'écouter avec Michel. Thomas parlait avec Élodie du plan de la procuration en détails minutieux, de la fête, de comment après ça ils allaient tout liquider rapidement et partir à l'étranger. Et puis, dans les dernières minutes de l'audio, il a dit quelque chose qui m'a fait arrêter de respirer. Et s'il résiste beaucoup? S'il refuse de signer la procuration, peu importe comment je la présente. Silence dans l'audio. Puis, Élodie. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? J'ai un plan B déjà pensé. Mon père a des problèmes cardiaques depuis des années. Tension haute incontrôlée. Parfois, s'il a une crise cardiaque fatale, ma mère va rester complètement vulnérable émotionnellement. Une veuve en état de choc. Là, elle va signer absolument n'importe quoi que je mettrai devant elle sans questionner. Longue pause dans l'audio. Puis la voix d'Élodie choquée. Thomas, tu parles de tuer ton propre père? De provoquer sa mort? Je parle d'accélérer l'inévitable. Il a 62 ans, une tension qui oscille, du cholestérol élevé. C'est honnêtement juste une question de temps avant qu'il ait un problème grave. Je ne ferai qu'avancer ça de quelques années. C'est de la folie complète. C'est un meurtre prémédité. C'est du pragmatisme. C'est de la survie. Et tu es avec moi là-dedans ou tu es contre moi? J'ai besoin de savoir maintenant. L'audio se terminait là brusquement. J'ai regardé Michel. Il était complètement blanc. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il allait me tuer, Françoise, a chuchoté mon mari. Notre propre fils planifiait m'assassiner. J'ai ouvert la portière de la voiture juste à temps et j'ai vomi là, sur le sol de la station-service. J'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac.
Quand je n'avais plus rien à évacuer, je suis resté là agenouillé sur le sol sale, sanglotant sans contrôle. Michel est sorti de la voiture en tremblant, s'est agenouillé à côté de moi, m'a serré dans ses bras. Nous n'avons pas pu retourner à la maison cette nuit-là. Comment le pouvions-nous? Nous sommes allés dans un hôtel, un simple, près de la station-service dans le quartier de Vèze. Nous avons loué une chambre pour essayer de nous reposer au minimum avant de décider des prochaines étapes. Comment éteindre l'esprit après tout ça? Nous devons aller à la police, a dit Michel. Maintenant. Immédiatement. Il est 3 heures du matin. Je m'en fiche. Nous devons y aller maintenant, avant qu'il fasse quelque chose de pire, avant qu'il disparaisse. Il avait raison. Nous nous sommes habillés et nous sommes allés directement au commissariat de police le plus proche. L'agent de garde était un homme d'environ 45 ans, avec des cernes profonds. Quand nous avons expliqué rapidement la raison de notre présence à cette heure, il nous a emmenés dans un bureau plus privé immédiatement. Vous avez toutes ces preuves dont vous avez parlé? Nous avons montré absolument tout. Les messages que Michel avait photographiés, les fichiers qu'Élodie avait envoyés, les audios où Thomas expliquait le plan horrible, les transferts bancaires documentés, la procuration frauduleuse. L'agent a analysé chaque élément avec une attention croissante. C'est extrêmement grave. Très grave. Fraude, abus de confiance. Et ce dernier audio sur le plan de provoquer la mort, il a secoué la tête. Planification d'homicide. Je vais transmettre ça de toute urgence au parquet. Vous allez devoir répéter toute la déclaration là-bas, mais je vais déjà faire l'enregistrement initial. Nous avons passé des heures là-bas. Le soleil se levait quand nous sommes finalement sortis avec un numéro de dossier d'instruction enregistré, avec un rendez-vous programmé pour faire une déclaration formelle au parquet le lundi matin. Nous sommes retournés à l'hôtel. Nous nous sommes douchés. Nous avons essayé de dormir quelques heures, mais c'était fondamentalement impossible. Le dimanche a été sombre. Nous sommes restés dans la chambre d'hôtel la majeure partie de la journée, essayant de rassembler des forces émotionnelles pour ce qui viendrait. Thomas n'a pas appelé. Pas de message. Silence absolu de sa part. Le lundi à 9 heures du matin, nous étions au parquet comme convenu. Madame Lefebvre, la procureure chargée, était une femme d'environ 50 ans, avec les cheveux complètement gris. Une expression qui mélangeait la dureté professionnelle nécessaire avec une compréhension humaine sincère. « Combien d'enfants avez-vous » a été sa première question après les présentations formelles. « Seulement Thomas », ai-je répondu avec la voix encore rauque. J'imagine, vraiment j'imagine à quel point cela doit être immensément difficile d'être ici en train de faire ça, de dénoncer votre propre fils. Mais vous avez fait absolument ce qu'il fallait en venant nous voir. Nous avons répété tout le récit, maintenant enregistré officiellement. Chaque détail, chaque découverte, chaque trahison. Ça a pris des heures. La procureure posait des questions spécifiques, vérifiait des dates, contrôlait les cohérences. Quand nous avons terminé, elle avait une pile de documents, d'enregistrements, tout organisé méthodiquement. Je vais demander un mandat d'arrêt contre Thomas Girard. Également contre Élodie Mercier, bien qu'elle se soit présentée volontairement à Grenoble. Des équipes vont se mobiliser immédiatement. Vous avez une idée d'où il pourrait être? Aucune idée. Il a son propre appartement dans la Croix-Rousse, mais je doute beaucoup qu'il y soit. Ils ont tracé son numéro de téléphone. Il était éteint depuis samedi soir. Ils ont vérifié ses cartes. Le dernier mouvement avait été samedi à 6 heures du matin dans un distributeur. Le retrait maximum autorisé de 3 000 €. Il pouvait être littéralement n'importe où. Nous allons le trouver, a dit Madame Lefebvre avec conviction. Ça peut prendre quelques jours, ou même des semaines selon où il se cache, mais nous le ferons. Les jours suivants ont été d'attente angoissante. Mardi, mercredi, jeudi. Aucune nouvelle. Le vendredi, Madame Lefebvre a appelé. Nous avons trouvé Thomas. Où? Dans un hôtel bon marché à Annecy. Il utilisait un faux nom. Il n'a opposé aucune résistance. Il le ramène vers Lyon maintenant. Vous voulez être là quand il arrivera? Nous allons être là. À 18h15, un fourgon est arrivé. Nous avons vu quand ils ont fait descendre Thomas. Il était menotté, la tête baissée, complètement vaincu. Des vêtements sales, une barbe de plusieurs jours. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Il nous a vus. Il s'est arrêté, les yeux très ouverts par le choc.
Vous voulez lui parler? Madame Lefebvre a demandé. Parfois ça aide au processus et ça peut vous donner une clôture émotionnelle. Nous avons accepté à contre-cœur. Thomas était dans la salle d'interrogatoire, menotté, avec un avocat commis d'office. Il a levé les yeux. Des larmes immédiates. Il a commencé à pleurer. Maman, papa, ne laissez pas maintenant. N'essaie pas de demander pardon. Il n'y a pas d'explication possible. Madame Lefebvre a commencé l'interrogatoire officiel. Thomas Girard, confirmez avoir détourné 45 000 € de vos parents. Je confirme. C'était moi. Et sur le plan de la procuration? Je confirme. J'allais la présenter comme un cadeau pour que ma mère signe sans bien lire. Avec quelle intention? Avoir un accès total à leurs biens pour tout vendre et partir avec l'argent. Et sur le plan de provoquer une crise cardiaque fatale à votre père? L'avocat a protesté. Mon client n'a pas besoin de répondre. C'était juste une conversation, a dit Thomas. Je n'allais jamais le faire. Une conversation, ai-je dit. Tu as planifié comment tuer ton propre père? Non, maman, ce n'était pas sérieux. Comment croire quoi que ce soit que tu dises? Tu as menti sur tout. L'interrogatoire a continué pendant des heures. Quand Madame Lefebvre a éteint l'enregistreur, elle a dit « Avec ces aveux, l'affaire est close. Nous parlons d'une peine substantielle. Minimum 8 ans, jusqu'à 15 ans ou plus. Et Élodie, elle coopère à Grenoble. Peine réduite. Environ 3 ans en liberté conditionnelle. » Thomas a demandé à nous parler en privé. 5 minutes, a dit Michel. Thomas était seul, toujours menotté. Merci d'avoir accepté. Je sais que je ne le mérite pas. J'ai tout gâché. J'ai détruit notre famille. Pourquoi, Thomas? Qu'avons-nous fait de mal? Vous n'avez rien fait de mal. Le problème était en moi. Il a toujours été là. Vous vous souvenez du vase cassé quand j'avais 8 ans? C'était moi. L'argent de ton sac à 14 ans, c'était moi. Plusieurs autres choses. C'était toujours moi. Et cet audio sur tuer ton père? C'était un vrai plan. Je ne veux plus mentir. Je faisais des recherches sur des substances pour provoquer une crise cardiaque. Des doses, des façons de l'administrer. C'était le plan B. Entendre ça confirmé était terrible. Michel a vacillé. Vous allez me pardonner un jour? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Peut-être dans de nombreuses années. Mais maintenant, je ressens juste du vide, et tu vas passer beaucoup de temps enfermé. Nous avons changé le testament. Tout va à des institutions caritatives, sauf ta réserve héréditaire obligatoire. Thomas a hoché la tête. Je le mérite. Les mois suivants, l'affaire s'est filtrée dans la presse. C'est devenu un titre national. Le procès a eu lieu 8 mois après l'arrestation. Le procureur a présenté chaque preuve. Audio terrible, messages, relevés bancaires, le témoignage d'Élodie. La défense a essayé d'argumenter le repentir, mais contre les preuves, ça sonnait vide. Le tribunal a délibéré 10 heures. Le greffier a lu. Le tribunal considère l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. La juge a lu la sentence. Thomas Girard, je vous condamne à 14 ans de prison en régime fermé. 14 ans. Aujourd'hui, 5 ans se sont écoulés. Thomas a 40 ans. Il lui reste 9 ans. J'ai 64 ans. Michel, 67. Nous avons déménagé dans un appartement plus petit à la Guillotière. Nous avons créé un fonds qui aide les victimes de fraude familiale. Je l'ai visité 4 fois en 5 ans. Michel jamais. Thomas écrit des lettres. Je les lis toutes. Je n'en réponds aucune. J'ai appris que le pardon est un processus long. J'ai appris que même à 64 ans, après une trahison dévastatrice, il est encore possible de recommencer. Thomas sort en 2034. Il aura 49 ans. Nous aurons 73 et 76 ans. Je ne sais pas comment sera notre relation. Mais j'ai 9 ans pour y penser, pour continuer à guérir. Pour l'instant, je vis un jour à la fois. Certains jours sont bons, d'autres difficiles. Mais je continue à vivre. Parce qu'à 64 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour se choisir soi-même. Jamais trop tard pour chercher la justice et la dignité. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.
Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.